2 ans après la sortie de Snowpiercer, le site The Wrap est le premier à diffuser la rumeur. Bong Joon-ho préparerait son grand retour dans un nouveau projet, mettant en scène des acteurs en langue anglaise. En plus d'annoncer 4 noms qui feront partie du casting principal, le site annonce qu'il s'agira d'un film de monstre. Si les fans de la première heure de Bong Joon-ho pensent peut-être à un retour sur les traces de The Host, ils seront à nouveau surpris par ce que leur réserve le cinéaste. On y parlera bien de la relation entre une petite fille et une créature gigantesque, il y aura bien une histoire d'enlèvement, de grandes corporations corrompues et des militants, mais la différence fondamentale, c'est qu'ici le potentiel monstre sera en réalité une créature adorable que la fillette devra protéger envers et contre tout. En novembre 2015, un mois après les révélations de The Wrap, le Hollywood Reporter dévoile des informations cruciales concernant le projet Okja. Le film bénéficiera d'un budget avoisinant les 50 millions de dollars, soit le plus gros budget de la carrière de Bong Joon-ho, supérieur à Snowpiercer. Mais surtout, le film sera cette fois-ci une vraie coproduction hollywoodienne, puisque Netflix chapeaute le projet et que Plan B Entertainment, la maison de production dirigée notamment par Brad Pitt, est également à la coproduction. L'info a de quoi surprendre pour un cinéaste attaché à la salle qui a l'habitude d'enflammer son box-office local à chaque film. Okja sortira donc essentiellement sur Netflix et n'aura que des sorties limitées au cinéma, voire une poignée de séances spéciales selon les territoires. Mais alors, qu'est-ce qui pousse un tel réalisateur à opter pour Netflix ? La raison est on ne peut plus simple. En dehors de Netflix, personne ne veut confier un tel budget à Bong Joon-ho pour aller filmer l'histoire d'amitié entre une fillette et un super cochon qui contiendra des séquences violentes, choquantes et ira jusqu'à filmer les abattoirs de la façon la plus crue possible. Après la bataille face à Weinstein, pour préserver son montage final, le cinéaste ne veut plus courir le moindre risque en se frottant au studio hollywoodien. Comme à son habitude, Bong Joon-ho s'inspirera de son expérience conflictuelle sur Snowpiercer pour nourrir le projet. Comme il le confiera à Vulture, on peut lire Okja comme une métaphore de sa rencontre avec Hollywood. Une créature coréenne qui débarque aux États-Unis en grande pompe pour être découpée en morceaux par des entrepreneurs cyniques. De nombreuses allusions à la Weinstein Company sont glissées au fil des dialogues, notamment le fait que le super labo secret se trouve à Paramus, ville dans laquelle Harvey Weinstein avait organisé les projections tests de sa version de Snowpiercer amputée de 25 minutes. Et oui, derrière la fable enfantine et le film ouvertement social et politique qu'on a tous perçu, Okja c'est aussi un long métrage jovialement méchant qui prend un plaisir de sale gosse à taper sur Hollywood. Pour préparer le tournage, Bong Joon-ho et son producteur Do Choi visiteront un abattoir dans le Colorado. Une visite si traumatisante qu'ils adopteront tous deux un régime vegan jusqu'à leur retour en Corée. S'ils n'avaient jusqu'alors travaillé qu'avec des directeurs de la photographie coréens, essentiellement Young Kyo Kim et Hong Kyung-pyo, le réalisateur travaillera pour Okja avec l'Iranien Darius Khondji, illustre technicien qui a travaillé sur La Cité des Enfants Perdus, Seven, Funny Games, The Lost City of the, bref, un CV qui a de quoi en faire rougir plus d'un. Toujours côté technique, l'enjeu majeur du film sera de filmer une créature géante qui, évidemment, n'existe pas. Si Okja est bel et bien une créature digitale, l'équipe alliera effets spéciaux et pratiques pour que les interactions entre les acteurs et la bête soient le plus naturelles possible. Bong Joon-ho voulait un rapport organique et non pas superficiel, ce qui se ressent à l'écran. Comme l'expliquera Eric Yandebor, le superviseur des effets spéciaux, l'idée était de créer les séquences et les plans autour d'Okja plutôt que de l'incruster là où elle passe une fois le film tourné. Fort de son expérience avec The Host, Bong Joon-ho maîtrise la situation à merveille. Et force est de reconnaître que 5 ans plus tard, les visuels ont extrêmement bien vieilli, bien mieux que bon nombre de films largement plus coûteux sortis depuis. Alors Okja, de quoi ça parle ? La petite Mija vit paisiblement dans les montagnes coréennes avec son grand-père et Okja, une femelle super cochon qui se trouve être sa meilleure amie. Ce qu'elle ignore, c'est qu'Okja est élevée comme test pour les industriels de la viande et qu'elle ne va pas tarder à lui être enlevée. Intrépide et bien décidée à sauver son amie, Mija se lance à sa recherche. Au premier abord, Okja peut sembler être une œuvre pour enfants assez typique.
Un début de film idyllique et poétique, avec des accents de Totoro ou de n'importe quelle fable écologique de Miyazaki, et cet aspect volontairement grotesque des fables. Les méchants sont très méchants, l'animal innocent est très innocent, la fillette héroïque est très héroïque. Sauf que, si le film peut totalement s'apprécier sur une lecture premier degré, force est de reconnaître que sa violence graphique et psychologique crée une véritable dissonance avec son apparence naïve. Plus que jamais dans le cinéma de son auteur, Okja c'est l'art du grand écart des genres, où la fable se transforme en thriller paranoïaque avant de virer au manifeste politique, puis au drame intimiste, allant même jusqu'à convoquer l'imagerie des camps d'extermination en fin de récit, lorsque le cinéaste filme au plus près les abattoirs de masse. Une montagne russe d'émotions, un récit qui désarçonne de par sa sincérité naïve, mais qui n'oublie pourtant pas d'être cruellement cynique. C'est cette ambivalence constante qui pousse parfois certains à penser à tort qu'il s'agit d'un film relativement mineur dans la carrière de son auteur. Trop hyperbolique pour être totalement sérieux, trop sincère pour coller au second degré omniprésent dans les superproductions actuelles, trop méchant pour être suffisamment enfantin. De mon côté, j'avoue que c'est justement pour ce mélange, pour tous ces excès que j'aime tant ce film. Okja ne joue pas uniquement la carte du choc visuel pour questionner notre rapport à la consommation et aux abattoirs. Le film pose une question morale bien plus troublante et ambiguë, de quel droit ? De quel droit détruire la nature ? De quel droit décider que sacrifier en masse pour le simple confort de notre espèce dominante est justifié ? En humanisant ces super cochons et en déshumanisant les humains qui gravitent autour, le film nous met face à nos contradictions morales. Et si ces bêtes génétiquement modifiées pour n'être que de la viande commençaient à être plus sensibles et empathiques que nous ? Où s'arrête la distinction entre instinct et conscience ? Non seulement Okja nous accuse de nous voiler la face par le biais d'un déni collectif, mais son questionnement sur la conscience, l'humanité et les limites entre programmation innée et conscience propre nous renvoie paradoxalement bien plus proche aux interrogations d'un Philip K. Dick ou Isaac Asimov que de celles d'un Miyazaki. Thématiquement, Okja semble s'ancrer dans la continuité de The Host, comme énoncé en introduction. Cependant, il y a une différence fondamentale. Par opposition à The Host, le film s'ouvre sur des industriels qui utilisent cette fois-ci l'écologie comme un pseudo-argument à leur expansion, plutôt que d'assumer la pollution décomplexée. On y voit le visage d'une industrie changeante, plus présentable, hypocrite, intimement liée à la société du spectacle, mais surtout toujours plus cynique et cruelle. Toujours en phase avec l'air du temps, Bong Joon-ho saisit l'évolution d'une industrie moralisatrice, se cachant derrière une façade greenwashing plus indécente que jamais. Okja n'est peut-être pas un film de nuances, mais c'est justement en embrassant la démesure des fables qu'il parvient à manier avec autant d'acidité et de pertinence la satire et critique sociale. D'ailleurs, on se laissera surprendre par l'ambiguïté que Bong Joon-ho distille dans son récit sous ses faux airs de fables dichotomiques. Lucy Miranda a beau apparaître comme la grande méchante de l'histoire, elle n'est au final qu'un pion dans la machine. Alors qu'elle n'est même pas encore au courant de son échec, son plus proche associé a déjà anticipé son éviction et préparé le retour de sa sœur. On y voit un constat des plus terribles. La machine bien huilée qu'est le système capitaliste n'a pas besoin de ses dirigeants. Ils ne sont que des pions interchangeables qui finiront par sauter tôt ou tard pour être remplacés par d'autres, tout aussi avides, corrompus, manipulateurs, pour le bien du système. Ce constat glacial peut rappeler le cynisme passionnant dont faisait preuve Fernando Pessoa dans Le banquier anarchiste, une petite merveille dont je vous recommande très chaudement la lecture au passage. Même les militants qui seraient du côté des gentils, dans n'importe quel récit de ce genre, n'échappent pas à leur part de critique. Kei est tellement obsédé par sa cause qu'il ment à son groupe lorsqu'il traduit la conversation avec Mija. Il risque la vie de la petite fille comme celle d'Okja pour que sa mission éclate aux yeux du grand public. Silver est tellement obsédé par son empreinte écologique que son refus de s'alimenter est tourné en ridicule. Toutes les organisations dont parle le film sont décrites comme dysfonctionnelles, au mieux risibles, au pire volontairement manipulatrices. Et malgré tout l'héroïsme déployé par Okja et Mija, malgré leur victoire finale, elles resteront forcément en partie traumatisées par ce qu'elles ont vu, vécu, et par la conscience terrible que dans leur cas, la fin heureuse était illusoire. Certes, nos héroïnes triomphent, mais comment oublier que l'industrie n'a pas scié ? Que dans ce camp qu'elles ont traversé, mis à part leurs nouveaux compagnons, personne n'y échappera. C'est pour toutes ces raisons et bien plus que j'aime tant ce film. Pour sa douceur bienveillante comme sa brutalité démesurée, pour son choc technique et artistique, autant que pour le choc émotionnel et incomparable qu'il m'a procuré.
Projeté au Festival de Cannes le 18 mai 2017, Okja créera malgré lui la polémique. En plein débat de la légitimité qu'ont les productions Netflix à intégrer la prestigieuse compétition, le film de Bong Joon-ho sera quelque peu sacrifié pour servir d'exemple. Lors de la première projection, un problème technique fait que le logo Netflix apparaît 2 fois en début de film. Le film se fait alors huer et siffler par toute une salle déjà bien remontée à l'idée de voir une production Netflix en compétition. Ce problème technique fera que les 7 premières minutes sont projetées avec le mauvais ratio d'images. Et malgré la standing ovation de 4 minutes à la fin du film, et les critiques presse globalement très positives, cette expérience marquera Bong Joon-ho. Pour sa première en compétition, il pouvait rêver de bien mieux que des huées de la profession. Malgré une sortie très limitée en Corée, le film fera tout de même plus de 300 000 entrées en salle, chiffre qui ne veut pas dire grand chose, mais qui en fait tout de même un meilleur succès au box-office local que Barking Dog Never Bites, malgré sa sortie essentiellement sur Netflix. À la fois satisfait de son film, mais frustré et blessé par ses dernières polémiques, Bong Joon-ho reviendra bien plus vite cette fois, avec un film encore plus franc, encore plus en colère et encore plus politique. Bonjour à toutes et à tous les abonnés de Cinescope. Johan Orzulik, rédacteur pour la chaîne YouTube Le Ciné Club de Monsieur Bobine de Julien Pavageau. Okja a un statut un peu à part, car il est considéré par beaucoup comme l'œuvre la plus mineure de Bong Joon-ho, alors que ce dernier la considère comme un film très personnel. Je crois que les raisons de cette incompréhension tiennent au statut un peu à part du film qui l'ont desservi dès le départ. D'un côté, c'est une production Netflix, et de l'autre, c'est un film de science-fiction à destination du jeune public. Pour ma part, c'est justement ce deuxième point qui constitue l'une des plus grandes forces du film et qui est l'un des rares de cette décennie à ne pas prendre son public cible de haut et à le regarder droit dans les yeux, au point de faire côtoyer la fable à la Miyazaki avant de se terminer sur la vision d'un génocide qui semble tout droit sorti de la liste de Schindler. J'apprécie beaucoup la manière dont Bong Joon-ho joue sur les ruptures de ton et je trouve que c'est probablement son film le plus ouvertement radical sur ce point-là. Là où il est particulièrement malin, je trouve, c'est qu'il instaure ces ruptures de ton au sein d'une production qui cible avant tout un jeune public. Et ce qui fait que ce dernier a naturellement moins d'a priori sur ces expérimentations, ces ruptures de ton, que des adultes. Et je trouve que c'est une très grande preuve de son intelligence, au point que ce dernier adopte totalement le point de vue de Mija, qui est un personnage innocent, mais qui prend très rapidement conscience de l'absurdité du monde à travers sa pérégrination, et un peu de la même manière que les précédents personnages qui étaient incarnés par Song Kang-ho dans Memories of Murder ou Vios, ou même ce que pouvait être Chris Evans dans Snowpiercer. Et c'est-à-dire qu'ils connaissent tous une véritable transformation psychologique qui leur fait voir le monde différemment, sous toute sa complexité et ses nuances. Comme dans ses précédents films, il y a cette volonté de lever le voile sur les masques sociaux, à travers des personnages ici qui sont ouvertement des caricatures et qui sont outranciers. Et je trouve d'ailleurs le film particulièrement jouissif dans sa volonté d'implanter toute une mécanique d'humour paillard inscrit dans une tradition asiatique au sein d'une production occidentale pensée par Netflix comme un blockbuster, ce qui donne au film un côté très franc-tireur à l'ancienne. Je suis tout à fait d'accord avec les parallèles qu'ont pu faire certains avec Babe 2 de George Miller ou certains travaux de Terry Gilliam. Ça va en surprendre beaucoup, mais Okja me rappelle également des films comme L'Aventure intérieure ou Fantôme contre fantôme. J'y retrouve chez Joon-ho la même inventivité constante dans les idées folles et le même rythme soutenu, à la limite de l'hystérie qui pouvait désarçonner le public que chez Joe Dante ou Peter Jackson. Par ailleurs, j'apprécie beaucoup la manière dont le film assume et joue ouvertement sur certains codes du cyberpunk des années 80-90, comme la multinationale omnipotente, les activistes rebelles, la vision assez sarcastique du monde de la publicité, et puis la présence d'un jumeau négatif en la personne de la sœur de Miranda, qui était un trope assez récurrent dans les films de SF et d'action des années 90. Et le tout, bien sûr, en l'ancrant dans un contexte qui tient plus de l'anticipation immédiate, qui est propre aux dérives actuelles de la société. C'est ce qui en fait, à mes yeux, un vrai film de science-fiction assez précieux, comme pouvait l'être Vios ou Snowpiercer, car il assume pleinement le genre, comme Joon-ho pouvait le faire sur ses polars, et je trouve ça d'autant plus touchant que cette approche ludique, qui est inhérente aux origines de ce genre, et qui en a assuré sa popularité à travers les décennies, ça a un peu tendance à être en retrait de nos jours. Par ailleurs, je trouve que c'est un film qui marque la fin d'un véritable cycle, puisque toutes les thématiques qui étaient alors présentes dans ses œuvres trouvent ici une forme de paroxysme.
Je vais répéter ce que j'ai dit, mais notamment dans cette idée que les personnages finissent par être marqués par les aventures qu'ils ont vécues, comme une blessure qui ne guérit jamais véritablement, mais qui en même temps les pousse à avoir une vision plus complexe du monde qui les entoure. Et je trouve ça d'autant plus important et virtuose qu'il ait réussi à le faire au sein d'un film à destination des plus jeunes, même s'il y a certaines scènes effectivement qui peuvent être très graphiques pour eux. Ce qui confirme l'idée déjà entreaperçue dans The Host ou même Snowpiercer, que s'il doit y avoir un espoir dans ce monde bien bordélique et chaotique, ce sera au travers des enfants et des jeunes générations. C'est un film qui mérite à mes yeux vraiment une seconde chance et qui pour ma part est autant une réussite que ses précédentes œuvres, ou même que Parasite qui lui a apporté quant à lui la consécration internationale. En 2013, alors qu'il travaille sur Snowpiercer, un ami acteur de théâtre visite Bong Joon-ho et lui dit qu'il devrait écrire une pièce. Le cinéaste réfléchit alors à une histoire qui s'adapterait à la scène. Peu de décors, la quasi-totalité du récit pourrait se dérouler dans 2 maisons seulement. Et pour l'histoire, il s'inspire de son expérience personnelle. Lorsqu'il était étudiant, sa petite amie, qui est devenue sa femme depuis, donnait des cours d'anglais à l'enfant d'une famille riche de Séoul. Sur recommandation de cette dernière, Bong Joon-ho avait été à son tour engagé pour lui donner des cours de maths, quand bien même il n'a jamais été bon en maths. Le cinéaste pense alors à accentuer l'absurde de cette situation. Une famille entière qui rentrerait au service d'une famille très riche, uniquement par le bouche à oreille, en mentant sur ses compétences. Plus il pense à cette histoire, plus il se dit qu'une mise en scène cinématographique lui permettrait tout de même de plus s'amuser qu'au théâtre. À l'issue du tournage de Snowpiercer, il dépose 15 pages de script à ses fidèles collaborateurs de CJ Entertainment, et avant même qu'il n'ait fini de l'écrire, on lui promet de produire le film. Ainsi, alors que le tournage d'Okja n'a pas encore commencé, il a déjà négocié 12 millions de dollars de budget pour ce qui deviendrait Parasite. Pendant qu'il tourne Okja, Bong Joon-ho demande à son producteur associé de faire quelques recherches pour ce futur projet. Ce qui n'était censé demander que quelques heures de travail par semaine deviendrait des mois de recherche intensive pour Han Ji-won. Il va interroger de nombreux domestiques, des chauffeurs, visite et photographie d'innombrables maisons à Séoul, tant dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres. Au final, son travail impressionne tant Bong Joon-ho qu'il collaborera avec lui sur l'écriture du projet et que Han Ji-won apparaît pour la première fois de sa carrière en tant que co-scénariste. L'idée de l'intrusion d'éléments étrangers dans la vie d'une famille riche et venant tout bouleverser passionne Bong Joon-ho depuis des années. Après tout, on citait déjà La Servante de Kim Ki-young dans la première partie de Filmoscope comme étant un des films préférés du cinéaste à l'adolescence. Pour l'écriture, il s'inspire également de l'histoire vraie de Christine et Léa Papin, et logiquement du film La Cérémonie de Claude Chabrol, adapté de ce fait divers. Bonne, c'est un terme assez gratifiant, tu sais. Bonne. Bonne à tout faire. Qui peut s'en vanter ? Pour le tournage, la maison des parcs est construite pour l'occasion, bien que pour les plans tournés en extérieur, l'étage et tout ce qui dépasse le jardin est ajouté par effets spéciaux. La construction est particulièrement encadrée par Bong Joon-ho ainsi que Hong Kyung-pyo, son fidèle directeur de la photographie. Ils choisissent les heures auxquelles ils veulent tourner et calculent la position des fenêtres, leur taille, l'orientation de la structure en fonction de la position du soleil sur ces heures précises. L'appartement des Kim sera lui entièrement créé en studio. Si le cinéaste espérait tourner en décor réel, la séquence de l'inondation le forçait de toute façon à tourner en studio. Comme mentionné précédemment, Parasite nous décrit donc l'arrivée d'une famille pauvre dans la vie d'une famille riche. D'abord pour des cours particuliers, puis pour tous les postes de domestiques. Mais alors Parasite, qu'est-ce que ça vaut ? Les abonnés les plus anciens et fidèles se souviendront certainement que j'ai déjà longuement parlé du film à l'occasion du 6e épisode de Cinescope. Je vous renvoie donc directement vers cette vidéo si vous voulez une analyse plus complète du principe de verticalité et de symétrie qui guide toute la mise en scène et le message de cette œuvre incroyable. Et pour faire simple, Parasite apparaît comme le film somme de Bong Joon-ho. Pas forcément son meilleur film, encore que c'est évidemment à débattre, mais celui qui regroupe avec le plus de maîtrise technique toutes les thématiques ayant traversé sa filmographie, de ses courts-métrages étudiants à aujourd'hui. Parasite, c'est toute la maestria visuelle du réalisateur qui trouve son sommet. Son jeu avec les différentes échelles de plans, la joie ludique avec laquelle il filme les espaces clos, la géométrie millimétrée de ses plans.
mais c'est aussi un condensé de ce que son écriture a de plus incisif, de plus divertissant, de plus méchant et clairvoyant. Le jeu entre les genres et les registres est également plus présent que jamais. Comme le décrira à merveille le toujours excellent Song Kang-ho, qui semble être la muse de Bong Joon-ho depuis sa performance grandiose dans Memories of Murder, Parasite ne correspond à aucune convention de genre, et sa structure narrative n'est pas commune. D'un point de vue purement technique, Parasite semble trouver l'équilibre parfait entre le cinéma de divertissement de Bong Joon-ho, Snowpiercer, The Host, Okja, et ses films les plus lents et contemplatifs, Mother, Memories of Murder et Barking Dogs. Le récit est dynamique, mais on s'offre tout de même de vrais passages contemplatifs. On alterne entre la mise en scène plus réaliste en début de récit et des plans ultra esthétisés et symboliques. En termes de pur montage, il n'y a que 960 coupes conservées au montage final, très loin des 1500 coupes en moyenne auxquelles le cinéma coréen nous habitue. Et pourtant, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Le récit coule de source, peut captiver autant les cinéphiles exigeants et avertis qu'un grand public moins habitué au cinéma d'auteur. C'est une véritable leçon d'écriture, de mise en scène, de cinéma intelligent et populaire, sur la forme comme sur le fond. Et puis on y retrouve de nombreux gimmicks du cinéma de son auteur. La séquence du hangar après l'inondation, qui rappelle celle de The Host. Le jeune homme bien éduqué mais sacrifié en raison de sa classe sociale, là encore, comme dans The Host. Le basculement vers l'horreur au sous-sol, rappelant Barking Dogs. Les structures familiales mises à mal, encore une fois, The Host, Mother. La violence sociale, les deux classes omniprésentes dans tous ces films, mais qui éclatent plus que jamais au grand jour cette fois-ci. Ce qui est fascinant quand on repense Parasite à la lumière de toute la filmographie de Bong Joon-ho, c'est à quel point toutes ses œuvres précédentes semblent former un jeu de pistes qui avait pour but de nous mener à cet instant précis, à ce film somme qui incarne tout ce que le cinéaste voulait filmer et dire. 2 ans après les sifflements pour Okja, Bong Joon-ho revient revanchard à Cannes et décroche à l'unanimité générale la Palme d'Or. Le film ira, quelques mois plus tard, arracher des Oscars devant une industrie hollywoodienne abasourdie. Au-delà de son triomphe critique planétaire, Parasite sera également un succès public historique. Pour 12 millions de dollars de budget, il en récoltera près de 260 millions à travers le monde. Avant lui, aucun film coréen dans l'histoire n'avait dépassé ne serait-ce que les 100 millions de total mondial. 5e plus gros succès de l'année en Corée, Parasite y attirera plus de 10 millions de spectateurs. En France, il frôlera les 1,9 million d'entrées, meilleur score pour une Palme d'Or depuis 2004. Il récoltera plus de 53 millions de dollars aux États-Unis, soit près de 10 fois le score de Snowpiercer sur ce territoire. Salut, je suis Marion de la chaîne The Plot Point et je vais vous parler de Parasite. Enfin, je vais essayer de trouver quelque chose à dire sur Parasite, étant donné que tout le monde en a déjà parlé sur internet. Et c'est normal, avec le succès public et critique qu'il a eu. 4 Oscars, Golden Globes, Palme d'Or et 5 étoiles partout, même chez Télérama, le film a enchaîné les récompenses. Meilleur réalisateur, meilleur film international et surtout, meilleur scénario. Et moi j'aime bien les scénarios. Alors qu'est-ce qui le rend si bon ? Les personnages, l'intrigue et le message universel, c'est sûr. Mais l'arme secrète de Parasite, c'est sa manière d'utiliser l'empathie. Pourquoi on aime la famille Kim ? Parce qu'ils sont malins, débrouillards et qu'ils en bavent. Donc leur objectif de s'en sortir est justifié à nos yeux, et comme techniquement ils ne font de mal à personne, par empathie, on est de leur côté. Toute la première partie du film sert à construire et à exploiter cette empathie. On les suit, on découvre leurs plans, on est impliqué, et c'est pour ça que la première moitié du film est si satisfaisante. Parce qu'on les voit réussir. Mais comme pour un tour de magie, tout ça ne servait qu'à détourner notre attention du twist du mid-climax, la présence de la 3e famille chez les Park. Et là, tout se renverse. La petite arnaque qui ne faisait de mal à personne dégénère. On est toujours du côté des Kim, c'est sûr, on veut qu'ils s'en sortent, mais ça part trop loin. Et quand ils réussissent à enfermer le couple, on ressent du soulagement, oui, mais aussi un malaise qui s'installe. Ce n'est plus une question de gentils pauvres contre méchants riches, mais plutôt une révélation. La réalité, c'est qu'on est dans un système où tout le monde est contre tout le monde, et c'est déprimant, mais c'est aussi là
que le film devient vraiment brillant. Maintenant, l'objectif des Kim n'est plus justifié, et ils deviennent malgré eux les oppresseurs. A l'inverse, au fur et à mesure que l'on découvre la famille Park, ils nous deviennent de plus en plus sympathiques. Notre empathie crée un sentiment de malaise, et c'est ce malaise face à ce constat qui nous donne le message de Parasite. On peut dire que Parasite est un film à scénario. La réalisation tient une place très importante, c'est sûr, mais pensez-y, si elle n'avait pas été ce qu'elle est, le film aurait quand même fonctionné, et peut-être même qu'il aurait quand même marqué les gens. Et quand on aime les bons scénarios, ceux qui racontent quelque chose d'une manière aussi intelligente et élégante, et ben la consécration de Parasite, c'est un vrai bonheur. En vous demandant votre top et flop en commentaire et en vote dans l'onglet communauté, j'avoue que j'ai eu quelques surprises. Autant dans les votes, Barking Dogs et Mother semblent être ceux qui s'attirent le moins en vos faveurs, autant dans les commentaires, Snowpiercer revenait assez souvent comme étant le film que vous appréciez le moins de sa filmographie, alors que côté vote, il est très bien placé. En général, dans votre top, Parasite, The Host et Memories of Murder semblent se partager le podium. Pour ma part, il me semble quasi impossible de décider le meilleur film de Bong Joon-ho. Si je mettrais probablement Mother tout en haut de mon classement, c'est peut-être parce que le film a quelque chose de radicalement différent dans la filmographie de son auteur, quand bien même on y retrouve tout le style Bong Joon-ho. Et pour le film que j'apprécie le moins, je vais botter en touche et dire Barking Dogs tout simplement parce que pour un premier film, c'est très bon, mais qu'on sent encore un manque de maîtrise. Mais au final, après ces 3 longs formats, le cinéma de Bong Joon-ho, qu'est-ce que c'est ? C'est une maîtrise technique à toute épreuve, un mélange de genres unique, le refus de tomber dans un héroïsme attendu pour se concentrer sur des perdants attachants et un cinéma hautement politique, ça va de soi. Ces personnages généralement désintéressés par la politique et les questions sociales finissent irrémédiablement par se retrouver aspirés par la machine, broyés ou tout au moins mis à l'épreuve par un système composé de capitalisme tout-puissant, d'infrastructures gouvernementales incompétentes et de représentants de l'autorité soit démissionnaires, soit incapables. C'est un cinéma au regard lucide qui ne tombe pourtant jamais dans la démagogie ou le ton moralisateur qui rend le cinéma hollywoodien engagé de ces dernières années souvent détestable. Les films de Bong Joon-ho ne prennent jamais le spectateur de haut en pensant lui expliquer la vie. Ils relèvent bien plus du cri du cœur, du constat d'un homme égaré face à un système cynique bien trop huilé, et de l'espoir peut-être que quelque part, par l'art, on s'émancipe au moins un peu. On aspire au moins à quelque chose de meilleur en mettant des images sur les maux de la société. Et contrairement à un James Gray qui n'a de cesse de raconter la même histoire sous différents genres de film en film, j'ai plutôt le sentiment que le cinéma de Bong Joon-ho marche par opposition. C'est une sorte de match constant dans lequel chaque film répond par écho mais aussi par opposition au film précédent. Alors en mettant en perspective cette logique et en pensant à la place spéciale qu'occupe Parasite, j'ai extrêmement hâte de voir les prochains longs métrages que nous réserve Bong Joon-ho. On a pu lire récemment des indices sur un film d'animation en préparation et il m'est impossible de ne pas l'attendre impatiemment. C'était Clem, merci d'avoir regardé ces 3 épisodes de Filmoscope jusqu'au bout. Ça a été 3 mois de recherche, d'écriture, de montage, de composition pour moi. Donc s'il vous plaît, si vous aimez ce format, partagez-le au maximum autour de vous pour que ma petite chaîne puisse vivre et déjouer un peu l'algorithme YouTube. Un immense merci à Johan Orzulik pour sa double participation, à Marion de The Plot Point et encore une fois à toutes celles et tous ceux qui ont participé. J'espère que vous avez aimé ce format en tout cas. N'hésitez pas à voter en commentaire, partager, vous abonner, liker, etc. Vous connaissez le refrain de toute façon. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee si vous le voulez et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.